merci d'être là déjà pour cette 3e émission spéciale élection avec d'office. On est déjà à la moitié Attends, je suis perturbée, c'est... Oui, merci, pardon. Je savais plus laquelle de caméra regarder. Mais donc, bienvenue... Si Margot louche, c'est parce qu'elle ne sait pas quelle caméra elle va regarder. Voilà, ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Avec Aline, déjà, on est très heureuse de faire une interview à deux parce que je pense que c'est la première fois. C'est la première fois, ouais. On a fait plein d'émissions, mais à chaque fois, les interviews, on était 3. Hello Cinémad, ça fait très bizarre de dire ça, mais merci à Jonas. Hello Mamouri, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à participer, à réagir, à poser vos questions. On essaiera de garder le rythme parce que la dernière fois, c'était pas évident. Mais en tout cas, voilà, on essaiera de tout suivre. Ah, merci Jonas. Donc, pour la première émission spéciale élection, on avait accueilli ici même les engagés. Il y a 15 jours, c'était le PTB. Et cette semaine, salut David. Et cette semaine, c'est au tour du MR. Et comme David l'écrit très bien dans le chat, avec Laura, ils vont bientôt nous rejoindre. Et surtout, j'insiste, n'hésitez pas à faire comme David Lester et à suivre notre chaîne pour ne louper plus aucune émission dans les semaines à venir. Bon, je te propose... On va peut-être proposer à nos invités de nous rejoindre. Petit parcours. Eh bien, bienvenue à vous deux. Bienvenue Laura, bienvenue David. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci. On est ravis de vous accueillir. Pour commencer, je vais dire pourquoi vous êtes ici avec nous ce soir et chacun votre tour. Je vous laisserai vous présenter, surtout votre parcours, les études que vous avez fait parce que généralement ça intéresse les gens. Et j'aime bien poser aussi la question, qu'est-ce qui vous a emmené à vous engager en politique et pourquoi le MR ? Voilà, je pense qu'en termes de présentation, ce sera déjà pas mal. Donc, David Lester, toi, tu es président du MR bruxellois et tu sièges au Parlement régional bruxellois depuis 2019. Et tu es tête de liste à Bruxelles pour les régionales. Et toi, Laura Hidalgo, tu es présidente des jeunes MR et tu es 4e sur la liste européenne. Jusque-là, c'est un sans faute. Ça va, ça a l'air d'aller. Je te laisse commencer ta présentation. D'accord, donc je m'appelle Laura, je suis présidente des Jeunes MR. J'ai étudié le droit à ULB, master public et international. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est RGPD, collecte de nos données. Donc c'était sur ça mon mémoire, c'était super intéressant. Mais en fait, au moment où j'ai fait mon master, j'étais aussi assistante parlementaire. Donc j'ai cumulé les deux. Donc challenge personnel. Donc job temps plein et master. Et maintenant, donc depuis 1 an, je travaille dans une boîte informatique, Capgemini. Et donc on implémente en fait un logiciel super intéressant, super puissant dans les pouvoirs publics et aussi dans les entreprises privées. Et donc c'est tout le challenge des nouvelles technologies et de nos données. Voilà. Et tu étais assistante parlementaire au fédéral ? Au Parlement bruxellois, okay. Avec David. Ah bah voilà. Comme quoi. Voilà. Une excellente assistante parlementaire. Ah mais ça, on peut que te croire. Et donc toi ? Moi je m'appelle David, j'ai presque 40 ans dans 10 jours. J'ai un chien, 2 chats et une super compagne, sinon hello, si on regarde. Et j'ai fait des études de traducteur-interprète. Alors, c'était pas encore à l'ULB à l'époque, puisque c'était l'ISTI, mais maintenant c'est l'ULB. Et donc, je connais un peu l'ULB parce que c'est ici que j'ai fait ma première séance de bloc CUS la première année, en juin. Et je l'ai fait qu'une fois parce que j'ai vraiment bien raté mes examens à cette époque-là. Parce que la bibliothèque de l'ULB, pour celles et ceux qui ont étudié à la même époque que moi, savent que c'était tout sauf un lieu d'études. Et donc, j'ai vite compris qu'il fallait faire autre chose qu'étudier à la bibliothèque de l'ULB. Mais derrière ça, après, j'ai pu commencer à donner cours. Donc, je donne aujourd'hui cours dans une autre université. Heureusement ou malheureusement, ici je dois dire malheureusement, comme on est à l'ULB. Mais et j'ai été indépendant, traducteur-interprète indépendant. Et puis, j'ai très vite commencé à m'impliquer en politique, en essayant de faire mon trou sans être connu du tout dans ma petite commune à Watermal-Boisfort. J'ai eu la chance de devenir tête de liste, puis de devenir président de CPS, je le suis toujours d'ailleurs. Et puis j'ai travaillé pendant 8 ans, j'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans pour Didier Renders comme conseiller en affaires sociales. Donc c'était tout ce qui est la gestion du budget de la sécurité sociale, les pensions, le chômage, les cotisations pour les indépendants, etc. etc. Et puis j'ai eu ma chance de devenir député en 2019, après déjà 3 élections. Et aujourd'hui, je suis président chef de groupe et tête de liste du MR pour Bruxelles. Pourquoi avoir choisi le MR ?
Et ce sont précisément mes études qui m'ont vraiment dirigé vers le MR. Je vais expliquer pourquoi. Mes parents, donc moi je viens de Wallonie, dans une région où tout est rouge, donc tout le monde vote tout sauf MR. Et mes parents étaient plutôt socialistes. Et lorsque je suis arrivé ici à Bruxelles, j'ai démarré des études de traducteur où pour réussir ces études, pour bien faire, tu dois être en fait déjà parfait trilingue et on t'apprend à traduire. On t'apprend pas la langue, on t'apprend à la traduire. Mais quand tu la connais pas, ce qui était mon cas, je peux dire que j'ai quand même vachement succulé, comme on dit en bruxellaire. J'ai vraiment souffert. J'ai tellement souffert que par exemple la première année, j'étais le dernier nom qu'on a cité dans l'auditoire en deuxième session. Je suis vraiment passé par le trou. Mais c'est parce que j'ai vraiment bossé comme un fou. Deuxième année, pareil, c'était très très dur. Troisième année aussi, un peu plus, mais quand même très dur. Et finalement, la dernière année, là, ça a été excellemment bien. Et j'ai vu en quoi, justement, par le travail, par l'effort, à un moment donné, tout ça est mérité. Il y a un mérite qui s'appelle. La méritocratie, en réalité, de par le travail, de par l'effort, fait que même si tu viens de très loin, même si en fait t'es peut-être pas bon, t'as peut-être pas de talent de base, si tu y crois, si tu travailles, si tu y mets beaucoup d'efforts, à la fin ça paye, à la fin ça fonctionne. Et pourtant, je viens d'un milieu qui est plutôt défavorisé, et donc j'ai vu en quoi aussi l'État, quand il tend la main auprès de celles et ceux qui ont des difficultés, si ces personnes-là comprennent qu'à un moment donné on te donne une chance et que tu dois y mettre un peu de travail, un peu d'effort, que tu responsabilises, je dirais, cette aide qui t'a apporté, alors ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ma grand-mère faisait les ménages, ma maman était garde-malade, mais grâce au fait qu'on est la société à aider, ma grand-mère, ma maman, aujourd'hui, je suis là avec vous et je dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, je suis heureux de ce que j'ai fait. Et ça, je sais que c'est grâce au travail, grâce à l'effort. Et le parti pour moi, qui valorise le mieux le travail, qui valorise le mieux l'effort, mais qui veut aussi faire en sorte que tout ce mérite-là puisse être utilisé pour tendre la main vers celles et ceux qui en ont besoin. Pour moi, celui qui utilise le mieux ces valeurs-là, c'est le Parti libéral. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'engager au Parti libéral. Mon père m'en veut toujours 20 ans plus tard, mais j'y suis heureux. Juste avant d'enchaîner, on salue Sylvie qui nous a rejoint, qui est aussi une grande habituée de l'émission, et on la remercie. Et je suppose... Une question pour toi, Laura. Moi, c'est parti de mes 16 ans. Donc, j'avais suivi le débat entre Sarkozy et François Hollande. Et alors, j'aimais bien l'allocution qu'ils avaient. Et j'ai été passionnée par le fait de débattre, d'avoir des idées, des convictions. Et donc, j'ai suivi, on va dire, les élections françaises. Et c'est à mes 18 ans, quand je suis rentrée à l'université, le destin fait bien les choses. C'est que je rentre et donc il y a l'accueil des nouveaux membres et aussi il y a la présentation des cercles. Je savais que j'étais un peu libérale et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui était membre du cercle des étudiants libéraux et qui me dit si ça t'intéresse la politique, viens avec nous. Et donc mon aventure a commencé comme ça. Et aussi parce que je suis une fan du projet européen et ce moment-là important, ça a été vraiment à l'UNIF parce que en fait en droit, on vous explique la hiérarchie des normes, donc ça veut dire droit national, droit international, qui est supérieur ou pas. Et en fait, dans l'auditoire, j'entendais des étudiants en train de critiquer le projet européen et ça m'a donné envie de défendre ce projet. Et c'est comme ça que je suis devenue un petit peu Madame Europe, là, dans les jeunes, au niveau des libéraux. Et j'adore en fait défendre ce projet qui est très méconnu. C'est très étrange parce que on est en Belgique, on est à Bruxelles. Et pourtant, quand je parle avec des jeunes, en fait, c'est ceux qui connaissent le moins. Et en fait, il faut aller voir dans d'autres cultures, dans d'autres pays, pour comprendre en fait qu'il y a une importance du projet européen. Moi, je suis très surprise parce que je suis d'origine espagnole et italienne. Et par exemple, même dans mon village, quand le projet européen finance un projet, il y a vraiment le gros drapeau de l'Europe avec le nombre de financements. Ici, en Belgique, il n'y a presque rien. Et en fait, ça crée aucun lien avec les institutions européennes. Et donc ça, c'est un de mes combats en tant que jeune, c'est de sensibiliser notre jeunesse sur l'importance des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Parce que forcément, il y a les niveaux belges, bien évidemment. Mais au niveau européen, il y a beaucoup d'enjeux, dont par exemple l'écologie. Il n'y a pas qu'un pays qui peut trouver une solution, c'est les 27, et même c'est au niveau mondial.
Voilà. On salue Billy aussi qui nous a rejoint entre deux. Et il y a Sylvie qui a posé une petite question un peu perso pour toi, Laura. Pourquoi saviez-vous que vous étiez un peu libérale ? Parce que j'appréciais en fait les idées de Guy Verhofstadt quand il défendait le projet européen. Quand il défendait la philosophie libérale, je sentais que j'étais dedans. Moi, j'aime aussi la manière d'entreprendre, la défense aussi des entrepreneurs. Aussi, il y a les droits des femmes que je n'ai pas encore parlé. Il y a une grande dame qui est Simone Veil. Et moi, je suis très sensibilisée sur droit à l'IVG et les conditions des femmes. Et donc, toutes ces personnes m'ont inspirée dans cette philosophie libérale. Bien sûr, j'ai lu aussi des livres pendant mes années de 16 à 18 ans. Et encore, je continue à lire. Mais vraiment, c'est aussi lire le programme. Parce qu'il y a aussi ce premier vote que j'ai eu en 2018 où j'ai dû lire les programmes quand même, malgré tout, même si j'étais membre d'un cercle libéral. Mais j'ai fait l'effort de lire tous. Et c'était celui du MR qui me convenait le mieux. On va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que j'allais dire parce que le temps file et puis parler, on aime bien ici. Donc j'ai dit, David, toi tu es candidat à la région et toi Laura c'est aux européennes. Est-ce que chacun votre tour vous pouvez nous citer une ou deux, je sais pas, mesures phares ou en tout cas celles qui vous tiennent le plus à cœur, toi pour les régionales et toi pour les européennes? Moi, indubitablement pour Bruxelles, c'est l'emploi. Bruxelles a un taux d'emploi qui est de 68%. Juste à côté, en Flandre, c'est 78%. En parallèle, Bruxelles a un taux de pauvreté qui équivaut à 37,6%. C'est-à-dire que 37,6% des ménages à Bruxelles sont au niveau du seuil de pauvreté, voire en dessous. Par contre, si vous regardez auprès de celles et ceux qui travaillent, les indépendants, les salariés, là, le taux de pauvreté descend, nous chute à 7%. On le voit, le meilleur rempart contre la précarité, pour faire en sorte que les gens aient à manger dans leur frigo, qui se sentent épanouis, qui puissent y profiter de la vie correctement, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Et avant ça, c'est l'enseignement, bien entendu. Et donc, mais parce que une compétence régionale, c'est plus l'emploi. Et donc, indubitablement, c'est faire en sorte que Bruxelles fasse comme les autres grandes villes qui lui ressemblent. Et en réalité, ce sont les autres grandes villes qui devraient ressembler à Bruxelles et pas l'inverse, parce qu'on est la capitale de l'Europe, justement. Ouais. C'est faire en sorte que, oui, je suis désolé, il y ait plus de personnes qui aient un emploi et qui puissent s'épanouir au travers d'un emploi, singulièrement dans des quartiers de Bruxelles où vous avez parfois des taux de chômage qui dépassent les 30% depuis des années. Et donc, si vous me demandez ma première priorité, je dirais générale, c'est celle-là. Et toi, Laura ? Moi, j'en ai plusieurs, mais ça va être difficile au niveau européen d'en choisir plusieurs, mais je vais aller dans le lien avec mon travail, qui est l'informatique. Parce qu'en fait, moi, j'ai un cursus donc, de droit. Donc, on se pose la question de comment elle est arrivée dans l'informatique. Mais j'ai dû attendre le master pour réaliser que c'était fait pour moi. Et en fait, c'est méconnu ce monde-là. Et donc, pour moi, ce qui est important au niveau européen, c'est tout ce qui est la digitalisation. Digitalisation au sens large, donc ça veut dire d'avoir accès aux réseaux sociaux, de savoir les manier, d'avoir aussi les personnes âgées qui puissent avoir accès aux banques, de savoir comment manier en fait les nouvelles technologies, mais aussi de faire la promotion de ce qu'on appelle les STEM, donc tout ce qui est les sciences, la technologie, etc. Parce que c'est porteur, et c'est porteur au niveau du travail. Moi, dans ma boîte, par exemple, on cherche des profils à gogo. Mais parce que, en fait, les gens ne se tournent pas sur ces filières-là, parce que ce sont souvent des filières techniques, professionnelles. Et ça, c'est aussi une autre bataille qu'on a avec l'EMR, c'est de rendre, en fait, la noblesse de tout ce qui est technique professionnelle et que les gens aillent vers ces filières-là. Mais ça, c'est tout un travail aussi de sensibilisation sur notre jeunesse. Moi, je continue à le faire quand je fais des débats apprentis-citoyens dans les écoles. J'en parle de plus en plus de ce secteur qui a de l'avenir et il y a de l'emploi pour cette jeunesse. Justement, par rapport à l'emploi, je vois que ça réagit bien et surtout, dans le chat. Ce que je trouve incroyable, c'est que le chat pré-shot nos prochaines questions. Et oui, ça, c'est incroyable. Merci pour le taf que vous faites. Oui, parce que c'est effectivement une des positions clés du MR, c'est atteindre un taux d'emploi de 80%. Alors, c'est quelque chose qui est déjà dans les objectifs du gouvernement fédéral actuellement. Donc, c'est quelque chose aussi dont le MR est d'accord. Alors, les dernières données de Statbel donnent donc comme taux d'emploi à Bruxelles 66,5% et en Wallonie 65,5%. Comment on fait pour atteindre, je reprends aussi un peu les questions par exemple de Sylvie, de quelle façon développer l'emploi, comment on parvient à ces 80% d'emploi? Mais ce sont des bonnes questions qui sont posées. Le plan, il est très très clair.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Belgique, on a évidemment tout complexifié, mais que l'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc faire en sorte que si vous êtes en recherche d'un emploi, vous ayez une institution publique qui vous aide à trouver soit un emploi, soit une formation, ça c'est régional. Donc, ce sont les régions qui sont compétentes pour ça. C'est le fédéral qui paye les allocations de chômage, c'est le fédéral qui reçoit l'IPP quand vous travaillez, etc. Mais c'est les régions qui doivent vous aider à vous diriger vers telle ou telle formation ou vers telle ou telle offre d'emploi. Pour ce faire, il faut, je crois, toujours, en tout cas moi ce que j'essaie de faire, regarder comment ça fonctionne ailleurs, si ça fonctionne bien ailleurs. Et donc moi j'ai par exemple été voir, pas plus loin que juste à côté, en Flandre, où vous avez un taux d'emploi qui frôle les 80%, et vous comparez comment ils ont prévu l'accompagnement des demandeurs d'emploi de manière extrêmement concrète. Et je vais être très concret. Vous avez 2 à 3 différences majeures, mais qui bloquent, qui freinent ou qui ralentissent le fait que certaines personnes pourraient trouver un emploi ou une formation. 1. À Bruxelles, lorsque vous perdez votre emploi, il faut parfois attendre plusieurs mois avant que vous ayez une proposition concrète, soit d'une formation qui débouche sur un emploi, soit d'un emploi tout concrètement. En Flandre, ils ont une dynamique où c'est après quelques semaines, parfois seulement, où là directement, vous avez une proposition. C'est vrai que derrière ça, il y a une dynamique aussi de dire, écoutez, si après 1 ou 2 refus d'une proposition d'un emploi convenable, d'une formation convenable. Qu'est-ce qu'on appelait Bien entendu. Je m'explique bien entendu. C'est évident que si vous avez fait, par exemple, des études dans le domaine social, on ne va pas vous demander de devenir couvreur ou plafonnier demain après-midi. Un emploi qui répondrait à un emploi qui répond, exactement. Cela dit, il faut aussi pouvoir, à un moment donné, se rendre compte, après certains mois par exemple, que potentiellement, le secteur dans lequel vous êtes est peut-être bouché, il y a peut-être en effet plus de place et qu'il va falloir accepter soit de se perfectionner, soit d'utiliser une autre formation. Parce que l'autre alternative, alors, et j'y reviendrai, c'est soit de rester dans une dynamique où vous êtes au chômage et puis potentiellement après au CPS, et c'est pas ça qu'on veut pour les gens, soit, parce que je vois une des questions qui est de dire, oui mais attends, il y a un taux d'offre d'emploi qui est en diminution. Je vais y revenir, mais ce qu'on a souvent comme réflexion, c'est de dire qu'on doit trouver un emploi. Moi, je crois qu'à Bruxelles, vous avez aussi beaucoup de gens qui, à la place de trouver un emploi, pourraient créer leur propre emploi. Il y a une dynamique entrepreneuriale qui est pas suffisamment soutenue singulièrement à Bruxelles, et ça aide beaucoup de gens. Comme président de CPS, moi, c'est une dynamique qu'on a mis en place, et il y a plusieurs personnes par an qui sortent du CPS parce qu'elles ont créé leur propre emploi. Je ne dis pas que tout le monde va devenir entrepreneur. Il y a des aides pour bien pouvoir sûr, entreprendre, bien parce sûr. que ça demande quand même des compétences Absolument. en comptabilité, ce genre de choses, le management. Et puis ça peut aboutir à de l'instabilité également. Si bien sûr, mais ça c'est évident. Mais il n'y a rien de plus instable que d'être, je pense, bénéficiaire d'une allocation sociale toute sa vie. Ça, je crois que c'est vraiment instable. Par contre, parvenir à s'épanouir en ayant créé son propre emploi, en ayant trouvé un emploi, ça, je crois que c'est, évidemment, c'est une philosophie dit. Alors oui, il y a des aides. Vous avez par exemple des dynamiques comme Job Yourself qui existent, où vous êtes accompagné à la fois logistiquement, administrativement, psychologiquement si c'est nécessaire, pendant 18 mois. Et pendant ce temps-là, vous continuez à toucher vos allocations de chômage ou vos allocations CPS en fonction de dans quelle caisse sociale vous êtes. Donc tout ça existe. Et nous, on est même demandeurs pour que l'accompagnement, aussi financier, puisse être plus long s'il faut. Il faut garder aussi une compétition qui est correcte par rapport à celles et ceux qui ne bénéficient pas de cette aide-là, mais il faut pouvoir la faire. Mais derrière ça, vous avez aussi toute la dynamique. Donc, j'ai parlé d'Actiris, qui doit plus rapidement, et ça c'est des modifications d'ordonnances qui sont assez rapides, plus rapidement pouvoir proposer quelque chose. Et si après un certain temps, vous continuez à refuser, oui, il faut pouvoir avoir aussi une politique de sanction. Si après 2 ans, on vous a proposé 10 jobs, 10 formations, j'exagère, et que vous avez tout refusé, et qu'elles sont convenables, et qu'elles conviennent à ce que vous pourriez faire, oui, il y a un moment donné, c'est pas juste. C'est pas juste de continuer à dire, je vais continuer à bénéficier de l'aide globale comme ça, il faut pouvoir aller un pas plus loin. Mais avant d'arriver à cet extrême-là, il y a toute une série d'étapes, bien entendu, et la grande majorité des gens sont demandeurs de ça. Donc ça, c'est l'accompagnement qui doit être plus rapide et plus efficace, et il y a des modifications techniques assez claires en s'inspirant de ce qui se fait par exemple en Flandre. 2, créer son emploi. 3, la formation, et je terminerai par là. La formation, évidemment, c'est un magnifique vecteur, et vous pouvez aussi démarrer une formation par plusieurs mois, voire plus que ça. Et je pense que là, l'État doit aider. Si un moment vous dit, voilà, moi je veux me réorienter vers telle formation et ça va prendre autant de temps, ok, je pense que là, l'État peut aider. La solidarité, vous qui travaillez, vous payez des impôts, vous devez bien vous dire que ces impôts vont servir à payer la formation de quelqu'un, le temps qu'il puisse aussi retrouver un job. Sauf qu'à Bruxelles Formation, c'est pour le moment un demandeur d'emploi sur 6 qui suit une formation. Un demandeur d'emploi sur 6 qui suit une formation. Il y a 91 000 demandeurs d'emploi à Bruxelles. 91 000 demandeurs d'emploi. 1 sur 6. Et pire que ça, d'année en année, le taux de sortie positif, c'est-à-dire
le nombre de personnes qui, au sortir de cette formation, ont un emploi diminue. Pourtant, on a augmenté les budgets pour Bruxelles Formation. Donc, c'est quelque chose qui cloche là. Entre autres, peut-être d'offres, en matière d'offres, par exemple. Donc, c'est tout un débat qu'il faut avoir. Mais qu'on ne me dise pas que ça fonctionne à Bruxelles. Parce que c'est vrai que peut-être, je vois certaines statistiques de Stepbell qui disent qu'il y a une diminution. Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous avez 91 000 demandeurs d'emploi et que chaque mois, il y en a de plus en plus. Pour des tas de raisons, mais c'est un fait. Et c'est pas normal à Bruxelles. Pas normal. Mais qu'en parallèle, vous avez à peu près, c'est entre 25 et 30 000 jobs qui ne sont pas pourvus. Et pour être un peu sur le terrain et quand même rencontrer pas mal d'entreprises, pas mal de secteurs, le nombre de secteurs, et c'est pas que l'Horeca, hein, le nombre de secteurs qui disent on ne trouve pas, et à un moment donné c'est quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a un match qui ne se fait pas, et c'est aussi notre rôle comme autorité publique d'arriver à faire ce match de manière plus performante. Il y a Sylvie dans le chat qui demande qu'est-ce qui fait en Flandre, c'est quoi la différence, pourquoi ça fonctionne en Flandre et pas à Bruxelles, dans le Wallonie? Moi, c'est ce que j'expliquais. Je vais donner deux éléments, c'est peut-être un peu technique, mais en même temps, c'est la technicité qui fait que ça change tout. En Flandre, donc, ce que j'expliquais, il y a une deadline qui est, si je ne m'abuse, d'1 mois. Donc, après 1 mois, vous avez perdu votre emploi. Vous devez, ou si vous voulez, l'organisme d'accompagnement flamand doit vous avoir proposé un emploi ou une formation directement, après 1 mois. À Bruxelles, ça peut prendre un certain temps, quoi. Mais donc du coup, automatiquement que c'est dangereux de laisser attendre aussi longtemps. Ça c'est 1. 2. En Flandre, et c'est pareil si je m'abuse en Wallonie d'ailleurs, si vous ne montrez pas que vous cherchez bien un emploi, vous cherchez une formation, vous refusez tout ce qu'on vous propose, vous ne rentrez dans aucune dynamique de recherche d'emploi, vous ne rentrez dans aucune dynamique de recherche de formation, alors à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une sanction qui apparaît. Et vous avez comme ça eu l'an passé, si je ne m'abuse en Flandre, plusieurs centaines, voire je crois que c'est 1200 sanctions. En Wallonie, pareil. À Bruxelles, je ne m'abuse, c'est une centaine. C'est quel type de sanctions ? Ça peut être double. Ça peut être à la fois une dégressivité de votre allocation de chômage ou une exclusion, c'est vrai. Je ne dis pas qu'on doit arriver à ça. Et moi, je veux absolument éviter ça. Je dis juste qu'à un moment donné, vous avez en Wallonie plusieurs centaines, je crois que c'est 1500, je crois. Et en Flandre, je crois que c'est 1700 sanctions. À Bruxelles, si je me souviens bien, c'était une vingtaine ou une trentaine ou un peu moins de 100. Donc on voit bien qu'il y a une mentalité là aussi qui est connue de la part de certains et qui malheureusement n'aide pas à créer une dynamique de retour à l'emploi. Il y a aussi peut-être quelque chose qu'on doit souligner, c'est les entrepreneurs et la volonté de rester à Bruxelles ou pas. Parce qu'il y a des mesures aussi qui font fuir les entrepreneurs et qui préfèrent aller s'installer en Flandre. Ça, c'est une réalité aussi, d'aller en périphérie flamande. Par exemple, il y a des boîtes de consultance qui préfèrent rester en périphérie flamande que d'aller à Bruxelles. Pour autant, ils emploient aussi des Bruxellois ou même des Flamands ou des Wallons. Mais on préfère rester en périphérie flamande parce qu'il y a des mesures de fiscalité et il y a aussi une mesure positive de se dire, on va accueillir les entreprises chez nous. Ce qu'on n'a pas à Bruxelles, pourquoi ? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous le disent bien aussi et au niveau des jeunes aussi. C'est par exemple le plan Good Move. Le plan Good Move fait que des plombiers ou même d'autres, métiers ont des difficultés à aller d'un client X à un client Y. Et en fait, préfèrent rester soit dans le BOE ou dans le Hainaut ou des choses de ce genre, ou même en Flandre, et pas à Bruxelles. Et ça fait fuir, en fait, en réalité. Toutes ces mesures, en fait, de dégoût envers Bruxelles fait que, en fait, on n'arrive pas à avoir plus d'emplois, plus d'entrepreneurs qui veulent absolument rester à Bruxelles. Et je pense que ça, tu peux le confirmer. Et ça, Good Move, après, pas de panique, on y reviendra. C'est évidemment un mais point important. Je voudrais vraiment revenir, si vous êtes d'accord. Et si vous voulez, je parle moins après. Ouais, pas de souci, mais j'allais reprendre la question. Mais donc, elle est super, cette question, c'est la question parce que c'est en fait c'est le même débat qu'on a depuis 20 ans en Bruxelles, donc et c'est les mêmes questions avec les mêmes informations. Mais je vais le lire comme en fait. Moi je la lis, tu veux, c'est Bibliofablus ou la flûte. Billy Bob la flûte. Billy Bob la flûte, qui je pense ne m'aime pas beaucoup, ou en tout cas il veut bien débattre et c'est super chouette. Donc, mais c'est cool, il y a des questions intéressantes. Oui. Donc bonjour la flûte. Toutes les études montrent, et il a raison, hein, et c'est vrai, toutes les études montrent que les profiteurs sont une minorité. Je pense aussi que les profiteurs sont une minorité, je le pense aussi. Et que les sanctions ne servent pas à grand chose, à part précariser des gens en fragilité. Savoir qu'en Belgique, on a créé un système de sécurité sociale qui est magique. Hein. Donc si à un moment donné, j'en sais quelque chose, si vous êtes je suis président de CPS, si vous êtes allocataire au chômage, donc vous touchez une allocation de chômage, et qu'à un moment donné, on vous exclut du chômage, vous arrivez au CPS. Souvent, pas toujours, vous allez avoir comme recette, comme allocation sociale ou autre, plus au CPS que si vous étiez au chômage. Il faut quand même bien savoir ça des fois. Si on fait une dégressivité du chômage,
donc vous touchez un peu moins que ce que vous pourriez avoir. Si ce n'est pas suffisant, le CPS compense. Donc, à un moment donné, ces sanctions, c'est aussi parfois très, très hypothétique. Il faut quand même être bien conscient de ça. Derrière ça, quelle est aussi un peu l'idée ? C'est que le chômage, c'est une assurance. Donc, vous travaillez tous ici, donc vous payez des cotisations tous les mois. Vous perdez votre job, il y a une assurance qui s'enclenche et qui fait que vous allez toucher de l'argent tous les mois comme assurance en réalité. Et ça, peu importe votre situation familiale. Donc par exemple, si vous êtes marié à une femme ou à un homme très riche, mais que vous avez perdu votre job, comme c'est une assurance, automatiquement vous avez droit à cet argent. Après, c'est pas le cas de tous les chômeurs. Enfin, tous ceux qui perdent leur emploi n'ont pas non plus. Non, c'est pas le cas. Mais ça veut dire que, mais à un moment donné, s'il y a une sanction, là, si vous arrivez au CPS, là alors on fait un calcul des ressources globales de la famille. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation familiale où en réalité votre partenaire de vie gagne très bien sa vie ou dépasse tel ou tel barème, alors là, l'État n'intervient plus. L'État, c'est qui ? C'est nous, c'est qui travaillons pas. Je dirais, ce sont aussi ces impôts-là. Et pour ceux qui sont déjà dans une situation de précarité avancée et qui n'ont pas cette situation stable, vous n'avez pas peur justement, comme souligne Lily, que ça n'aggrave la chose ? Non, parce que moi, ça fait 12 ans que je présente CPS, donc j'ai vu des gens qui étaient exclus du chômage, ça existe, plus quand même qu'on croit à Bruxelles, même si c'est pas tant que ça. J'ai vu des gens exclus au chômage, et je suis désolé, mais la sécurité sociale du CPS telle qu'on l'a prévue, est assez performante et assez puissante. Donc, c'est le cas dans tous les CPS, parce que là, le Watermal-Boisfort, c'est quand même une des communes les plus privilégiées à Bruxelles. Peut-être que dans certaines communes où il y a un taux de chômage plus élevé, le fait de couper les allocations de chômage à partir d'un certain moment, ça pourrait aussi créer une pression sur ces CPS. C'est vrai que certains CPS ont une grosse pression, donc je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quoi l'option alors ? C'est qu'on laisse les personnes qui sont allocataires sociaux, donc qui ont un chômage, à vie comme ça, et si elles décident de ne pas prendre un job qui pourtant correspond à leurs critères, on dit c'est pas grave, reste. Et vous qui travaillez, nous qui travaillons, on va continuer, nous, à payer pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent qui ne sont pas d'accord là-dessus. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Donc à un moment donné, c'est aussi une question de justice sociale dans ce sens-là. Et je ne dis pas là pour stigmatiser celles et ceux, je dis juste que si on veut faire en sorte que Bruxelles aille mieux, que le pays aille mieux, on doit augmenter le taux d'emploi. Parce qu'on doit avoir plus de recettes. Parce qu'il y a quand même un point qui est important, et c'est un peu technique, mais c'est quand même important que tout le monde le comprenne bien. Je suis sûr qu'il y en a qui vont venir à cette table ici, en pleine, juste assis, on est quoi, à 2 mois les élections, et il y en a plein qui vont vous dire on doit refinancer ça, on doit donner plus d'argent à ça, on va renforcer tel ou tel truc. Juste, ils vous mentent. Ça va ? Ils vous mentent. Moi je le dis, je sais pas où, il y a 4 caméras ici, donc ils vous mentent parce que en Belgique, singulièrement à Bruxelles, mais c'est pas tout, c'est pas que à Bruxelles, il n'y a plus de sous. Il faut juste être conscient de ça. Il n'y a plus de sous. On a un déficit pour la Belgique qui va avoisiner les 5%. Ça veut dire que chaque année, on dépense 5% de plus que ce qu'on reçoit. Donc on doit les emprunter. Donc on doit payer des charges d'emprunt là-dessus, etc., etc. Donc si vous avez des enfants ou si vous-même vous voulez avoir des petits-enfants, à un moment donné, c'est eux qui vont repayer cette facture-là. Si vous voulez compenser ou si vous voulez faire en sorte qu'on puisse continuer à investir dans l'enseignement, dans la mobilité, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'aide sociale, faire en sorte que vous puissiez à Bruxelles continuer à payer les allocations sociales et que vous puissiez continuer à payer des pensions, parce que les gens disent on ne pourra pas payer mes pensions. Si, on peut payer les pensions, mais pour qu'on puisse payer les pensions, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Et en Belgique, particulièrement à Bruxelles, si vous le comparez au benchmark des autres pays européens, des autres villes européennes, on est beaucoup trop bas et c'est pas normal parce qu'on est la capitale de l'Europe. Et donc, je sais que naturellement, comme je suis un mec libéral, on va dire de droite, tout de suite on va dire ouais, tu stigmatises, t'es méchant, c'est pas ça. C'est juste que moi je ne comprends pas qu'on ne puisse pas tout faire pour faire ce qu'on a fait avec ma grand-mère, à savoir l'aider pour qu'elle trouve un job. Parce que tu passes, c'est le jour et la nuit entre le moment où tu n'as pas un job et le moment où tu as un job. Ça, je suis convaincu. Je me permets de t'arrêter là parce que le temps file et il faut absolument qu'on avance. Par rapport à refinancer, etc., il y a quand même une mesure que vous n'avez pas citée qui est assez centrale également dans le programme du MR. C'est le fait d'établir un différentiel de minimum 500 € entre les personnes qui travaillent et les personnes qui sont sur les allocations sociales. Et comment on fait ça ? Est-ce qu'on diminue les salaires ? Est-ce que, on augmente les salaires ? C'est très simple. On diminue les allocations ? Comment on fait ? C'est très simple, alors réponse en 1 minute. Bien sûr, c'est facile. Si 30 secondes même. Non. Vous savez quoi ? Si vous augmentez le taux d'emploi en Belgique de 10%, donc comme je vous ai dit à Bruxelles, 68 à 78, on ne passe pas du jour au lendemain, c'est 20 milliards de recettes fiscales, minimum. 20 milliards de recettes fiscales. Je vais vous dire qu'avec 20 milliards en plus dans les caisses de l'État, tu peux quand même en savoir venir. Et donc, du coup, là, tu peux commencer à créer une vraie réforme fiscale pour faire en sorte qu'entre quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas, il y ait minimum 500 €. Et c'est un minimum, hein.
C'est un minimum, hein, parce que moi je le vois, j'ai un baromètre qui est génial pour ça, ce sont les assistants sociaux d'un CPS, qui octroient un CPS à quelqu'un, mais qui octroient aussi une aide énergétique, qui octroient une aide pour ci, une aide pour ci, une aide pour ça, et quand ils font le calcul à la fin, la personne en face d'eux a plus à la fin du mois que eux-mêmes. Et donc ça, c'est pas logique. Donc quand on dit qu'il faut valoriser le travail, c'est qu'en effet qu'il y ait minimum ces 500 €. Comment on les paye? En faisant en sorte qu'il y ait plus de personnes qui travaillent, c'est 20 milliards de recettes fiscales. Vous savez, et je terminerai par là, et je l'ai déjà dit, si vous êtes salarié, vous payez des impôts à partir de 10 000 €. Commencez à payer des impôts à partir de 10 000 € de recettes, de revenus, vous payez des impôts. Ouais. Si vous êtes au CPS, vous commencez à payer des impôts à partir de 15 000 €. Si vous êtes indépendant, vous ne payez pas des impôts, des cotisations sociales et autres frais dès le premier euro. Là, c'est vrai qu'il y a quelque part une valorisation du travail qui a été loupée. Parce que la personne qui ne travaille pas paye des impôts plus tard que les personnes qui travaillent. Et encore plus tard que la personne qui a décidé de créer son propre job. Il y a dans l'échelle des valeurs quelque chose qui m'échappe. Donc je ne dis pas que la personne qui ne travaille pas, qui est au CPS, doit payer des impôts, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai juste que ceux qui travaillent doivent payer probablement des impôts plus tard et moins élevés. Comme ça, on peut avoir un différentiel de 500 €. Comment on le finance? En faisant en sorte qu'il y ait plus de personnes qui travaillent. 2 minutes 30, c'est pas mal. Dernière question peut-être, J'ai une autre qui fonctionne économie, parce que ça nous semblait hyper important, et même, alors, pour être totalement honnête avec vous, j'ai lu le programme résumé quand même. Je suis Le synthétique. Les 40 pages, c'est pour ça qu'on les a faites. 100 pages. 100 Non, pages. À la base, c'était 40 pages. Oui, À la mais base, c'est 100 pages. Et la moitié à peu près C'est consacrée à l'économie. C'est donc pas le pour parti ça. synthétique le pire. Mais je vous jure qu'à la base, on est Par parti sur contre, 40 pages. il y a des fautes dedans, mais ça, on en Non, reparlera. ça c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres, voilà. C'est les autres. C'est les autres. Donc, un des thèmes qui préoccupe le plus les Belges francophones, c'est le pouvoir d'achat. Ouais. C'est même le thème principal. Et en fait, dans votre programme, il y a beaucoup de mesures qui sont proposées pour augmenter les revenus, notamment qui sont issus du travail. Mais l'autre versant du pouvoir d'achat, c'est notamment les prix. Et à ce niveau-là, pour avoir lu les 100 pages, j'ai trouvé assez peu, enfin en tout cas moins de propositions de ce côté-là. Peut-être plus une question pour Laura. On a connu des énormes vagues d'inflation ces 2 dernières années, qui ont aussi énormément touché les étudiants particulièrement. Ouais. Est-ce que vous auriez des propositions pour aider les étudiants à ce niveau-là, par exemple, s'il y a des prochaines vagues d'inflation, ou bien pour augmenter le pouvoir d'achat des plus jeunes? Mais en fait, on a déjà, au niveau du cabinet de Valérie Glatini, mais même de Françoise Berthiaud, on a déjà en fait un budget spécifique pour les étudiants qui ont des difficultés financières. Et en fait, le réel problème qu'il y a, c'est que... suffisant? En fait, le problème, c'est que ça ne sera jamais suffisant. Ça, c'est clair. Pour autant, on essaye de faire au mieux avec les compétences que l'on a. Parce que quand on parle de précarité, et si on parle des étudiants particulièrement, ça n'est pas que simplement au niveau des finances, ça n'est pas simplement que dans l'achat, on va dire, de la nourriture, c'est aussi en termes de logement, c'est en termes aussi d'activités, de loisirs, mais ça n'est pas simplement que le cabinet de Françoise Berthiaud ou même Valérie Glatini. Elles ont augmenté le budget durant le Covid. Elles continuent avec le moyen de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que ça aussi, on ne le dit pas assez fort au niveau des 50 nuances de gauche, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en banqueroute. On ne sait même pas si dans 10 ans, dans 15 ans, elle existera encore, parce qu'il n'y a plus de moyens. Et c'est ce que David alerte aussi nos citoyens, c'est que les finances de notre pays, et particulièrement en Wallonie, sont problématiques. Mais on essaye de faire au mieux pour aider les étudiants. Et donc, c'est aussi avec les établissements, en accord, de permettre d'avoir aussi des paniers, donc des budgets sociaux. Et aussi des alternatives comme dans les cantines, d'avoir un prix moindre pour manger, bien sûr. Ça n'est pas assez, mais c'est là où je déplore un tout petit peu la FEF dans ce sens-là, c'est qu'elle s'attaque particulièrement à une ministre, mais elle ne s'attaque pas aux autres ministres, parce qu'en fait, c'est vraiment pluridisciplinaire, la problématique des étudiants. Pourquoi on ne s'attaque pas, par exemple, à Nawal Benamou sur le logement, sur les cotes, qu'il y ait plus de cotes, mais des cotes abordables. Mais pourquoi on ne fait pas? Parce qu'il faut une collaboration plus étroite avec le public et le privé. Ça a déjà été démontré qu'il y a des réussites. Et entre les différents ministères aussi? Mais il faut, en fait, entre les différents ministères... La problématique des étudiants, c'est pas qu'un seul ministère. C'est un ministère pour l'enseignement, mais il y a aussi toute la problématique qui est autour. Et ça n'est pas qu'un seul ministre. Et c'est la complexité de notre pays aussi, que l'on voit dans cette problématique, mais aussi dans d'autres. C'est qu'on a différents ministres pour une seule chose,
Et ça, c'est une grosse problématique et que j'espère que la 7e réforme de l'État, je le dis ici en live, j'espère de tout cœur qu'elle arrivera à refédéraliser certaines compétences et aussi qu'on puisse avoir une seule personne, une seule voix. Parce que même en termes d'écologie, on voit aussi que le Nord et le Sud ne s'entendent pas sur certaines problématiques et donc ce qui fait que la Belgique, par exemple, doit s'abstenir au niveau international. On est un petit pays. Comment ça se fait que la Belgique doit s'abstenir sur certaines thématiques? Donc moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrive ici dans les élections à avoir un programme fort pour le fédéral et pour les différents niveaux et qu'on arrive finalement à refédéraliser certaines compétences ou du moins à rendre ça logique. J'ai des jeunes qui viennent vers moi en me demandant, parce que forcément quand on est présidente d'une OJ, et par exemple là maintenant dans les salons SIEP, tu peux juste préciser. Organisation de jeunesse, Merci. Ici dans les salons SIEP, donc demain et après-demain on y est, on a un stand au salon SIEP. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous imaginez, on va sensibiliser nos jeunes à aller voter. Parce qu'ils ne savent pas comment voter. Parce qu'ils ont peur de voter. Ils n'ont jamais fait ça. Et en fait, c'est à nous de le faire. Alors, c'est dans le décret, bien évidemment. Mais ça montre à quel point la jeunesse n'a pas forcément connaissance du pouvoir politique, de toutes les institutions. Alors, si des gens passionnés comme nous, déjà, on en a un peu ras-le-bol parfois. Alors, des jeunes citoyens, franchement, dites-moi si ça passionne la politique belge parfois. Hein. Mais justement, alors oui, il y a des questions intéressantes, mais je ne sais pas si on prend les questions ou La dernière de Billy Bob. Ah ouais, c'est allez. Celle-là, la Billy. Si vous me donnez 2 minutes. Non, je peux pas. Allez, fais-le. Et Jonas, là, lance une perche juste derrière. Donc, Billy Bob Laflip, avec qui négocierez-vous une 7e réforme de l'État en l'état actuel des discours des autres partis? Et Jonas Embraille, sur ce plateau, le PTB demandait aussi une 7e réforme de l'État. Oui, tu parles des loyers, c'est bien aussi. Oui, au-dessus. Sylvie, on... Si, j'allais l'apprendre après. J'allais l'apprendre juste Si, après. on aime beaucoup Sylvie, elle est toujours là. Oui. Sylvie, oui. Donc, une 7e réforme de l'État avec le PTB? Non, c'est impossible. Impossible. Ça, c'est impossible. Non, mais à un moment donné, vous savez, on ne doit pas non plus, et malheureusement c'est le cas, mais on doit, tu disais que tu lisais des livres, on doit faire attention à ne pas banaliser les exactions du communisme. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi aller relire ces livres-là. Et donc, non, nous, on ne fera pas d'accord avec le PTB sur quoi que ce soit. C'est très clair. On est les seuls, à mon avis, à cette table qui vont le dire, mais au moins on a la franchise. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur les loyers ou non, on peut pas parler des loyers? Mais si, les loyers, c'est quand même assez important. Bah et oui, puis, c'était. Ça va. Moi, je trouve que c'est important parce que c'est Sylvie qui l'a posé. Oh là là, tout de Voilà. suite. C'est un de vos points principaux quand même. Et, mais ça rejoint ce que tu proposais sur les cotes, Laura. Donc, est-ce que vous seriez pour une réglementation un peu plus stricte sur les loyers? Enfin, réglementation de quoi? Dans le terme finance. Donc ça veut dire... Peut-être cadrer une un grille. plafond je ne sais pas. Parce que surtout à Bruxelles... Un faillot, oh non. Peut-être que Jonas Oh, ou Maxence peuvent mettre le lien dans le chat. Il y a Bruxelles rentière de Catherine Joie, donc il y a une enquête qui est sortie sur Médor sur l'immobilier à Bruxelles qui est très intéressant, qui voit la pression de plus en plus forte sur pourquoi l'immobilier et des personnes qui quittent Bruxelles parce que les loyers explosent d'année en année. Et pourquoi? C'est ça la question qu'il faut poser. Pourquoi? Ah, pourquoi? Et ben voilà. Pourquoi? À un moment donné, mais je suis pas d'accord, à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire les choses. Pourquoi? À Bruxelles, il faut 3 fois plus de temps pour obtenir un permis que dans les autres régions, Flandre ou Wallonie, et dans certaines autres villes, Amsterdam, Paris, Berlin, c'est 4 mois qu'il faut pour obtenir un permis. Donc, ou pas. Vous savez très vite. À Bruxelles, ça peut vous prendre des années. Et c'est quoi la conséquence? C'est qu'en fait, on a une production de nouvelles unités de logement d'à peu près 3 000, 3 400 nouvelles unités de logement par an. Et il en faudrait, selon le rapport de l'OCDE de février, 40 000 à l'horizon 2030. Et donc, bien sûr, vous avez une demande qui grandit et une offre qui ne grandit pas assez. Et donc, ben oui, le loyer augmente. Enfin, je dirais, il ne faut pas avoir fait socio-éco plus 15 pour comprendre que tu as plein de gens qui veulent vivre ou qui vivent à Bruxelles, mais qui n'a pas assez d'offres, mais qui a une grosse demande, ben oui, le loyer augmente. Et donc, une des premières réformes, j'ai parlé de l'emploi tout à l'heure, parce que parler de cette réforme-là, c'est un peu trop technique, mais une des vraies premières réformes qu'il faudrait faire à Bruxelles, et tous les experts le disent, que ce soit l'ordre des architectes, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit les développeurs sociaux aussi, c'est qu'il faut limiter le délai de délivrance des permis à Bruxelles. Est-ce que dans un premier temps, il ne faudrait pas agir sur les loyers pour avoir une action plus régulation, immédiate et dans un second temps sur le oui, secteur c'est privé. le narratif du PTB, donc ils sont venus ici avant. Pardon. ou pas, le PTB, Ouais, ils sont venus. Ils sont venus. Là, il faut toujours aller voir comment ça fonctionne avant. Ailleurs, où ils ont tenté de le faire, où ils essaient de le faire. Paris-Stockholm.
Ils ont fait un système d'encadrement des loyers. Pas les mêmes. C'est quoi la résultante ? Paris, c'est que vous avez une baisse du nouveau nombre de logements mis en location de 75%. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un marché parallèle au noir. Parce que les propriétaires, ils ont besoin de mettre leur appartement en location à un prix qui leur convient. Et donc, si on les plafonne, ben, ils vont trouver une voie parallèle, qui n'est pas bonne. Stockholm, pareil, voie parallèle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut augmenter l'offre à Bruxelles. Et donc il faut accélérer le fait que l'on puisse rénover des bâtiments qui doivent être rénovés, agrandir certains, et faire en sorte que vous ayez plus que 3000 logements en plus par an. Sinon, c'est clair qu'on ne va pas y arriver. Il y a Billy qui fait une remarque, il a plein de bâtiments vides à Bruxelles, c'est un problème d'offre, c'est un problème de logique de marché. Oui, mais il y a plein de bâtiments vides, absolument. Et vous avez plein d'investisseurs qui sont prêts à les reprendre, qui sont prêts à y créer du logement, qui sont prêts à y créer tout type de logement, pas que du logement luxe, il y en a plein qui disent bon, j'ai bien fait le logement social, voilà. Donc franchement, il y a une vraie dynamique en la matière, mais qui disent, David, ça me prend 5 ou 6 ans pour avoir un permis. Donc je suis désolé, mais ils y perdent beaucoup trop lourdement, et on y perd aussi en termes de recettes pour Bruxelles, parce qu'évidemment c'est moins d'appartements, c'est moins de maisons, donc c'est moins de recettes. On y perd en termes de création d'emplois, on parle entre 10 et 20 000 emplois qui pourraient être créés dans le secteur de la construction très large, donc c'est pas que le maçon, mais c'est aussi toute la logistique autour. On y perd sur l'enjeu de ce siècle, qui est la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'à Bruxelles, 70% des émissions de CO2, ça vient du bâti qui est beaucoup trop vieux. Plus de 90% des maisons à Bruxelles ont été construites avant 1980, donc pas du tout bien isolées. Donc on doit très très vite pouvoir rénover. Mais si ça vous prend 3 fois plus de temps pour avoir un permis, ça prendra 3 fois plus de temps pour lutter contre le réchauffement climatique à Bruxelles. Donc c'est vraiment une des réformes capitales et rapides à pouvoir instituer pour avoir des loyers moins chers, plus de personnes qui bossent et surtout lutter contre le réchauffement climatique. J'aimerais dire aussi, dans ma précédente vie, donc quand j'étais assistante parlementaire, j'étais assistante d'un député qui s'occupait du développement territorial. Toutes les questions parlementaires, presque, c'était sur justement les demandes de permis. Tout le monde est désespéré sur ça. Et c'est pas simplement que les grands constructeurs, c'est aussi des personnes qui veulent construire, qui veulent un étage en plus, qui veulent des autres châssis. C'est très difficile à Bruxelles, il n'y a aucune digitalisation capable sur ça. Donc ça c'est une de nos batailles aussi. Et en 10 secondes, oui, le Palais Midi, on a déposé un texte pour le classer, pour faire en sorte qu'il ne le détruise pas comme il compte le faire, parce qu'en plus, il y a des études qui prouvent qu'on pourrait faire tout à fait autrement que de détruire le Palais du Midi pour y faire passer le métro. 10 secondes. En parlant de métro, justement, et de climat et tout, un autre gros point d'intention de... Bruxelles, avant de quitter Bruxelles, on va dire. Oui, un autre gros point, mais j'allais y venir. C'est laisser la liberté à chacun de choisir son mode de déplacement. Ouais. Et dans le programme, il y a notamment le plan Good Move que tu as cité tantôt, Laura, qui est là. Un enfer. Et je te laisserai réagir dessus, mais juste avant, parce que cette phrase, comme je disais à David, je suis allée le voir dans une conférence qu'il a donnée à Bessie avec d'autres membres d'autres partis, et tu as dit texto, et je l'ai noté parce que c'est quand même... ça m'a surprise. Good Move, dans sa philosophie, n'est pas une mauvaise chose, mais la méthode employée n'a peut-être pas été la plus efficace. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Bien sûr, Good Move, c'est quoi ? L'idée de Good Move, c'est pas que les voitures et les places de parking, c'est aussi, j'y reviendrai, tram, bus, train, métro, c'est tout, c'est très large Good Move. Mais non, ça a été focalisé sur un truc, c'est sur certains quartiers, j'y reviendrai. Mais la philosophie de Good Move, c'est quoi ? C'est faire en sorte qu'il y ait moins d'embouteillages à Bruxelles et que la qualité de l'air soit meilleure. Ça, je suis désolé, mais tout qui vous dira qu'il n'est pas d'accord avec ça, je ne vois pas très bien pourquoi il s'investit. Je ne vois pas très bien. Donc, évidemment, la philosophie de Good Move, elle est géniale. Et je vais même aller plus loin. Dans certains quartiers, dans certaines communes, ils ont fait un peu de Good Move, moitié de Good Move, et en fait, ça a marché. Parce qu'ils ont pris le temps de concerter, de voir avec les commerçants, avec les habitants. Ok, voilà. tac, c'est quoi, faire ça. Et surtout, derrière ça, ils ont utilisé ça pour... redynamiser un quartier. C'est ça que la Flandre a fait. La Flandre, dans tous les villages, dans toutes les villes, ce sont des nouvelles rues, ce sont de nouveaux trottoirs, ce sont des nouveaux quartiers, parce que tout a été repensé autour. Et que là, du coup, il y a un contrat avec les habitants, c'est pour dire, ok, on réaménage mon quartier, et ok, moi je sais que je pourrais toujours continuer à utiliser ma voiture si je peux, mais je vois qu'en effet, vous avez fait un effort pour qu'il y ait une piste cyclable sécurisée, qu'il y ait un tram qui débarque ou un bus qui débarque, tout ça a été bien pensé. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Good Move dans certaines villes, dans certaines communes ? Kuregem est le bel exemple, mais Schaerbeek, ils ont fait pareil à certains endroits, et du coup, ça a stigmatisé à mort.
Pop, Kuregem, j'étais là le lendemain, un beau soir, comme ça, une belle nuit, pop, il y a un gars qui a débarqué de la commune parce qu'on lui a demandé de le faire et il a posé des blocs de béton aux entrées de rue, comme ça. Ouais. Pop. Et les gens, ils sont sortis le matin, ils disent quoi, je peux plus. C'était fini. Et rien d'autre. Par contre, c'est toujours sale. Je ne suis pas rentré chez moi. Mon commerçant du coin, il ne sait toujours pas utiliser la place là pour aller déposer ses vivres et tout ça. Et donc les gens sont devenus fous, quoi. Les gens sont devenus fous. Et donc oui, je suis désolé. Rénover la mobilité dans une ville, il faut un peu de talent et un peu de méthode. Et il y a des tas d'endroits où ça n'a pas du tout été le cas. Et donc du coup maintenant, essayer de refaire du good move dans certains quartiers, ça va être impossible. Je veux dire, les gens ne vont jamais accepter. T'es fou, quoi. Moi je veux pas ça. Ça crée même un effet inverse. Alors que Bruxelles reste une des villes les plus embouteillées au monde. Je suis désolé, mais c'est le cas. Et derrière ça, vous avez alors la nécessité de développer un transport en commun qui est efficace. Et c'est pas simple de développer le transport en commun. C'est pas facile de créer une ligne de tram, une ligne de bus en plus. Et on trouve, nous, qu'on a perdu de nombreuses années pour développer plus de lignes de tram, plus de lignes de bus. Il y a vraiment eu un arrêt pendant presque 20 ans. Ici, je dois reconnaître qu'ils essaient de faire des efforts, mais c'est pas simple. Le métro, pareil, on y viendra. Vous allez me dire qu'il y a une question du financement du métro. Si vous voulez, je veux bien répondre comment on devrait financer le métro. Mais en attendant, nous, on est demandeurs. Mais il y a surtout, et je terminerai par là, un réseau de transport en commun à Bruxelles qui est sous-utilisé, qui est méconnu. Et c'est une vraie perte, c'est un gâchis pour la mobilité à Bruxelles, c'est le réseau S. Le réseau S, vous savez, donc c'est les trains. C'est les trains qui passent dans Bruxelles. Vous savez que le réseau S, c'est 35 gares. 35 gares. Et parfois, et souvent on n'y pense pas, ça va plus vite pour aller d'un point A à un point B en prenant le réseau S qu'en prenant tram, bus, métro, train, tout ce que tu veux. En fait. Et ça, moi je pense sincèrement qu'on doit super lourdement travailler sur le réseau S. Parce qu'en fait, ce métro, on l'a presque avec le réseau S. On l'a, mais on doit le travailler. Je vous dis juste pour ceux qui nous regardent, il y a derrière dans les coulisses, on les passe à 5 francs, là, ils rigolent un peu. Mais non, parce que Jonas a justement dit dans le chat, il faut en finir avec la surfréquentation de la ligne 71 septembre. Ça, on le connaît tous. En ayant étudié ici. Et Laura, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais je suis totalement d'accord avec David. C'est que le plan Good Move est positif, mais à cause des mesures de certains élus, et particulièrement d'un parti, ça a amené un dégoût des citoyens. C'est la manière dont il a été appliqué ? Pardon ? C'est la manière dont c'est la manière dont il est appliqué, c'est la manière d'avoir pensé, c'est qu'il y a des rues qu'il n'y avait pas besoin en fait de les rendre interdites, on les a rendues interdites, ça crée des bouchons énormes, ça crée en fait des contournements de dingue, c'est qu'on prend peut-être 10 à 15 minutes pour rentrer chez soi, ça amène l'opposition entre ceux qui prennent la voiture, ceux qui préfèrent le vélo et ceux qui préfèrent les transports en commun. Or, je pense que le cœur du plan Good Move, c'était d'arriver à ce que tout le monde soit content plus ou moins. Et il y a une remarque ici, les pistes cyclables sont hyper mal foutues, beaucoup d'accidents. Heroes for Zero en parle très bien sur Twitter et leur site. C'est vrai, je les suis. Et j'aimerais dire aussi, c'est que ça aussi, on n'y pense pas. Les pistes cyclables, c'est qu'à un moment donné, on est dans une avenue, on va penser l'avenue de la commune, mais après elle s'arrête en un coup. En fait, on ne pense pas au niveau régional, les pistes cyclables. Et ça, c'est un gros problème aussi pour les cyclistes. C'est qu'il y a des moments où ça se coupe, il y a des moments où on ne comprend pas. Et en fait, c'est vrai, on n'a peut-être pas eu... les politiciens n'ont peut-être pas défendu corps et âme les cyclistes. Et c'est vrai qu'on ne ressent pas, par exemple, comme à la Flandre, où à la Flandre, vous roulez à vélo, il y a les voitures à côté, vous n'avez pas peur pour votre vie, vous n'avez pas peur d'avoir un accident, les routes sont plates, les routes sont parfaites. Ici, à Bruxelles, c'est une cata. Et franchement, je dis chapeau à tous les cyclistes qui sont ici à Bruxelles parce que vraiment, ils jouent avec leur vie parfois, quoi. Ça, c'est vraiment un danger. Alors, il faut du financement, bien évidemment. Il faut continuer les pistes cyclables, mais pas non plus des pistes cyclables qui ressemblent à n'importe quoi. Et il faut réfléchir au niveau régional avec tous les bourgmestres et avec tous les échevins de la mobilité. Alors, je change de sujet et en fait, le temps file et on n'aura jamais le temps de parler c'est génial. Fallait tant pas mieux. Mais ça, c'est tant mieux. Le cas avec tout le monde et même nous, on prévoit toujours trop. On croyait qu'on était les seuls. Ça passe le temps passe vite. Mais Laura, tout à l'heure, tu as souligné un point qui est quand même super important pour nous, c'est les jeunes et la politique. Comment on va parler aux jeunes, comment on leur fait comprendre que ça les concerne aussi. Ouais. Et donc, ma question, c'est comment le MR s'y prend pour peut-être aller rencontrer les jeunes, leur parler. Et puis là, il y a quelque chose qui est tombé quand même, c'est l'obligation de vote pour les 16-18 ans aux élections européennes. Oui. Comment tu fais,
pour les convaincre d'aller voter? Et qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre de voter pour le MR? Ok, parce qu'il y a 3 questions. Attends. Oui. Pardon, j'ai un peu. Alors, moi, je vais parler au nom des jeunes MR et alors David parlera au nom du MR. Ça va. Donc, moi, pour sensibiliser les jeunes à la politique en général, avec les jeunes MR, ce qu'on a, c'est une plateforme qui s'appelle Débat Apprentis Citoyens. Donc, qui est une plateforme où, en fait, on va dans les écoles, en Wallonie et à Bruxelles, et il y a les différentes organisations de jeunesse, dont moi, par exemple, qui suis présidente. On va dans les écoles et les étudiants, à l'avance, posent des questions. Et nous, on les prépare parce que, voilà, on reste des jeunes, on n'est pas non plus des politiques hyper poussés à savoir toutes les données, etc. Et on débat avec les jeunes pour les sensibiliser et aussi répondre à leurs questions, à leurs doutes, parce que y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est autant un avantage qu'un désavantage parce qu'il y a beaucoup de fake news. Et Vous avez une présence marquée sur les réseaux sociaux? Oui, moi je trouve que oui quand même. On essaye, en tout cas, des fois on a des beaux scores sur TikTok, on a des beaux scores sur Instagram, parce qu'on fait des micro-trottoirs ou des choses de ce genre, donc on essaye de sensibiliser, puis c'est dans notre ADN aussi en tant que jeune MR. Il y a aussi, on va faire un flyer pour les primo-votants, pour les 16 ans, qui va sortir dans quelques jours avec le MR, en collaboration. Mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est un chouette projet qu'on fait tous les 6 ans, mais ici, il sera particulièrement beau, parce que ça va... Enfin, les 16 ans, ils vont adorer, j'en suis certaine. Et il y a aussi, nous, en tant que tel, en tant qu'organisation de jeunesse, c'est d'aller parler aux jeunes sur le terrain. Donc, moi, j'avais mis un curseur très important auprès de mon bureau politique. C'était d'aller, visiter les acteurs de terrain. Que mes délégués, donc dans mon bureau politique, j'ai des délégués qui sont spécialisés dans certains contenus, rédigent, déposent des positions et que ces positions-là soient défendues par le MR. Donc, en fait, tous les 6 mois, et ici, par exemple, le 21 avril, on a un congrès. On va voter, on va dire si on est pour ou contre, etc. On fait un résumé. Le lendemain, donc le lundi matin, en bureau de parti au MR, je dépose devant tous les députés et le président Georges Boucher en disant, voilà, ça, c'est nos positions jeunes MR. Et ils analysent et ils regardent s'ils veulent bien défendre ou pas, ou s'ils sont d'accord avec nous ou pas. Et là, on est en train d'analyser le programme du MR, particulièrement. Et on voit qu'il y a beaucoup de mesures jeunes MR qui ont été prises. Donc ça montre aussi l'impact de la jeunesse dans la politique, parce qu'on dit souvent les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Moi, je pense sincèrement que c'est le contraire. C'est juste que les jeunes s'intéressent de manière différente. Et la manière différente, c'est quoi? C'est qu'ils s'intéressent à une cause bien précise. On l'a vu avec le climat, avec la marche pour le climat. Et en fait, c'est vrai que c'est un challenge pour nous en tant qu'organisation de jeunesse, mais aussi parti politique. C'est qu'il faut répondre à cette cause, mais en même temps, il faut donner envie aux jeunes de s'intéresser à toutes les causes et donc s'intéresser à un parti politique. Donc ça, c'est une chose. Pour le droit de vote à 16 ans, donc nous, on est très critiques au niveau des jeunes MR, c'est qu'on dit oui, mais. Oui, c'est qu'on est d'accord, c'est que forcément, il faut donner la voix aux jeunes, mais qu'on aurait préféré que ce soit au niveau local, particulièrement. Que ce soit au niveau communal. Pourquoi? Parce que c'est le niveau le plus proche. Et aussi, il y a des conseillers de la jeunesse aussi dans certaines communes. Ça aussi, on le pousse. Et aussi parce qu'on aimerait qu'il y ait vraiment un cours de citoyenneté politique. Actuellement, il n'y a pas vraiment un cours de citoyenneté politique pour sensibiliser les jeunes, pour que les jeunes aillent voir un conseil communal, qu'ils aillent au Parlement fédéral, au Parlement régional, etc. Il faut attendre en fait l'année des élections pour que on sensibilise réellement les jeunes à la cause politique, etc. Et ça, c'est un challenge que l'on a en tant qu'organisation de jeunesse encore, de continuer quand il n'y a pas les élections. Mais en tout cas, moi, je pousse les jeunes qui nous voient ici, ou moins jeunes, c'est de 1, lire le programme. Ne restez pas sur les réseaux sociaux ou juste sur une déclaration d'un politique. Lisez les programmes, même si ça fait 300 pages, mais ça prend votre après-midi, ok, mais au moins, vous savez réellement les positions de tous les partis. Ou lisez alors le programme synthétique. Voilà, le programme synthétique. Ouais, j'allais dire. Oui, parce que voilà. 300 pages une après-midi, c'est un bon rythme de lecture. Mais franchement, c'est la base en réalité du processus démocratique. Et pour la jeunesse donc, qui ont 16 ans et au niveau européen, vraiment ne restez pas sur les morceaux TikTok ou les morceaux Instagram. Lisez, n'hésitez pas aussi à contacter les politiques. Parce qu'on est collé sur nos GSM. Bon là, je ne l'ai pas, c'est un miracle. Mais voilà.
Je suis toujours connectée. Ouais, il y a encore une question très intéressante de Billy dans le chat. Est-ce qu'il y a des désaccords entre les jeunes émers et le émer en tant que tel? Oui, le émer est qui précise notamment par exemple le climat ou le décret paysage. Donc alors, on a par exemple un avis différent sur le cannabis, ça c'est vrai. Nous on est pour la légalisation du cannabis, eux ne le sont pas. Sur le climat, non, il n'y a pas forcément de point, en tout cas quand je pense comme ça, où on est contre. Et la réforme du décret paysage, on le soutient. J'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai eue de la FEF, parce que j'ai jamais dit publiquement, parce que voilà, je trouve que ça sert à rien. C'est triste de prendre qu'un morceau où je dis oui, c'est vrai, contre le décret paysage, mais parce qu'en fait, on devait répondre pour ou contre directement, comme ça, au tac au tac. Moi, j'avais dit que j'étais contre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la réforme du décret paysage, je ne serais pas d'accord, en fait, avec Écolo et PS sur les modifications de ce décret paysage. Pour moi, il y a des autres points où on aurait dû aller plus loin, mais on ne sera jamais d'accord, en fait, avec Écolo et avec le PS. Mais bien sûr que je soutiens cette réforme du décret paysage et que les jeunes maires aussi soutiennent cette réforme du décret paysage. Mais par exemple, on aurait voulu aller plus loin sur certains points. Par exemple, la réforme des bourses. On aurait dû continuer à y parler, à discuter justement sur cette thématique et pousser encore plus loin. Et je l'espère que vraiment on y arrivera. Il y a plusieurs points dans ce décret paysage, mais clairement on le soutient. Je suis en train de regarder le temps et j'ai encore trop de questions à poser. Mais on en pose une dernière chacune. Oui, on arrive. Je pense qu'on a skippé. On communique mentalement. Oui. Plus ou moins. En voyant ce qu'on dit. Vas-y, je t'en prie, Margot. Oui, alors moi, c'est la question un peu bateau, mais que j'aime bien poser à tout le monde. Parce qu'en Belgique, on le sait, la gouvernance se fait par coalition. Ça fonctionne, les partis se mettent d'accord entre eux sur un accord de gouvernement. On va peut-être se focaliser sur les régionales parce qu'il n'y a personne ici qui représente le fédéral. David, au niveau régional, avec quel parti une coalition serait-elle possible ? J'ai pour habitude de dire avec ceux qui ont gagné les élections. Je trouve c'est-à-dire on verra. Non, mais le 9 juin. T'entends quoi à gagner les élections parce que... C'est très clair, si tu regardes le score de 2019 et le score de maintenant et ceux qui font plus par rapport à d'autres, ce sont souvent ceux qui sont considérés comme les vainqueurs d'une élection. Parce que ça veut dire que les électeurs ont dit, soit pour ceux qui sont au pouvoir maintenant, on est d'accord, en fait, on vous laisse le même score, il y en a peut-être même plus parfois. Soit ceux dans l'opposition comme nous, on dit écoutez, là maintenant on veut un changement, après 20 ans d'opposition, il serait peut-être temps qu'en effet à Bruxelles ça change un peu. Mais faire une coalition avec quelqu'un qui a perdu 3, 4, 5 ou 6%, ça veut dire que tu ne respectes pas vraiment le choix de l'électeur. Derrière ça, c'est sûr que quand on lit les programmes et quand on va à des débats, on sent bien qu'il y a des affinités assez particulières avec des partis comme Défi ou comme les Engagés. Mais cela dit, moi j'ai peut-être vous choqué, mais il y a des propositions ou des formules qui sont faites dans chacun des deux autres, Écolo ou PS, avec lesquelles je peux parfaitement me retrouver. Il y a des modalités évidemment qui doivent toujours s'adapter, mais pas non plus être toujours pas d'accord sur tout. Donc heureusement, sinon tu sais pas gérer ce pays. C'est d'ailleurs pour moi un gros souci. On est en Belgique dans un système, comme tu me l'as très bien dit, proportionnel. Ça veut dire qu'au soir des élections, il faut se mettre d'accord. Et je prends toujours cet exemple-là. Le gouvernement fédéral, ils ont dû se mettre d'accord. Ils doivent tous les jours se mettre d'accord à 7. Donc, rentrez ce soir chez vous avec votre compagne ou votre compagnon, mettez-vous d'accord sur ce que vous allez manger, ce que vous allez regarder comme film et à quelle heure vous allez dormir. Vous allez voir, c'est pas toujours simple. Enfin, peut-être que j'espère que ça l'est, mais parfois ça l'est pas. Mettez-vous d'accord à 7 sur comment vous gérez un pays, en sachant que vous êtes battu, vous avez été élu sur des programmes qui sont parfois diamétralement opposés. C'est évidemment écrit dans les astres que ça ne peut pas bien fonctionner. Vous ajoutez à ça le fait qu'on a tout régionalisé ou communautarisé, qu'on a donc plusieurs niveaux de pouvoir, avec des coalitions miroirs qui n'existent pas toujours, voire quasiment jamais. Et donc évidemment que vous pouvez avoir comme ça une dynamique qui est beaucoup trop lente et qui fait que les gens se désintéressent à la politique belge aussi. Ça c'est clair. Moi j'entends souvent pendant les élections françaises « Ah moi je suis les élections françaises, ça m'intéresse. » C'est vrai. Oui parce que c'est très clair. Tu as 2, 3 candidats, 4 parfois, et puis 2 à la fin. Tu vois plus ou moins bien le truc. Et tu te dis, celui qui sera élu ou celle qui sera élue,
elle va appliquer son programme seule et elle sera élue sur son programme. Le premier mensonge des politiques en Belgique, c'est maintenant, pendant la campagne, où ils vous disent « Moi, au pouvoir, je ferai ça ». C'est pas vrai. C'est pas vrai, puisqu'on devra d'office faire des compromis avec au minimum 1, voire 2 autres partis. Je rebondis là-dessus parce que tu l'as évoqué aussi, ça fait 20 ans que le MR est dans l'opposition à Bruxelles et tu as déclaré à plusieurs reprises, dont sur la première, que si le MR revient dans la majorité à Bruxelles, on pourrait faire changer les choses en 100 jours, grosso modo. Comment on fait pour rattraper 20 ans d'opposition en 100 jours, surtout si on est dans une coalition, pardon. C'est très bien, vous m'écoutez jusqu'au bout. Ce que j'aime beaucoup. Ce que j'ai dit, c'est que dès les 100 premiers jours, on doit, j'ai dit ça, le mot pour mot, imposer nos réformes. On doit les imposer. Donc, c'est-à-dire que je trouve que le gouvernement actuel et les précédents aussi ont fonctionné dans une dynamique où ils allaient réfléchir, sur-réfléchir, et puis c'est naturel, concerter, puis reconcerter, et puis re-reconcerter. Et ici, je peux vous citer une liste mais longue comme une journée sans pain, de réformes qu'ils avaient promis de faire au début de la législature et qui ici n'ont toujours pas abouti parce qu'ils n'ont peut-être pas encore complètement fini de réfléchir et de sur-réfléchir à comment il faut faire. Sauf qu'à un moment donné, on perd du temps. Par exemple, la réforme du délai de délivrance des permis, ça ils avaient dit les gars, on va le faire tout de suite. Ils avaient même déjà dit ça le coup d'avant. Ici, ils ne l'auront pas fait. Et il y a des tas d'autres trucs comme ça. Et donc, moi je pense qu'à un moment donné, si on est élu, les gens, ils ont lu le programme, ils savent exactement ce qu'on va proposer, et donc il faut y aller. Et à Bruxelles, on ne peut plus perdre de temps. Et donc, la métaphore des 100 jours, mais j'y crois vraiment. Je crois vraiment que quand on arrive au pouvoir, on a un laps de temps assez court pour imposer des réformes, qui parfois sont peut-être pas toujours très populaires ou autres, mais parfois elles sont nécessaires, et elles fonctionnent avec le temps. Et on ne pourra pas perdre de temps. Et donc, c'est aussi un message que j'envoie à des potentiels partenaires si on est autour de la table. C'est de dire, écoutez les amis, si vous voulez monter dans une coalition avec nous, sachez que ça va aller vite. Parce que j'ai envie que ça aille vite pour les gens, parce que je ne peux pas supporter qu'on ait un taux de pauvreté de presque 40%, un taux de chômage aussi élevé, des embouteillages aussi grands, un taux de malpropreté dans les rues qui est toujours aussi important, un taux d'insécurité dans certains cas. Je ne peux pas supporter ça, donc il faut qu'on se dépêche. Et les solutions, c'est l'avantage quand vous êtes depuis 20 ans dans l'opposition, c'est qu'on a vraiment le temps d'y réfléchir et qu'on est prêt. Je veux dire, on est prêt. Mais il faut que l'électeur nous fasse confiance. Ça, je pense qu'on connaît la réponse, mais quitte à être impopulaire. Bien sûr, parce que je pense que il y a certaines réformes qui devront peut-être être prises à Bruxelles et où tout le monde ne sera pas content. Tout le monde sera pas content. Mais si tu fais la politique pour que tout le monde t'aime, alors il faut vraiment faire un autre métier. Ce que tu dois faire, c'est faire la politique pour faire en sorte que derrière ça, un max de monde, idéalement, tout le monde soit mieux, s'y retrouve mieux. Ouais. Et on est franchement, niveau timing, on n'est pas trop mal, nickel. Franchement, vu qu'on a commencé un peu plus tard que 19h30. Et Laura, je ne sais pas si tu connais la personne dans le chat, mais en tout cas, ta proposition... Pas du tout. Ah, Séduine, mais je suis très contente en fait. Pas à lire le pseudo. Donc c'est une Dark Side of the Danny. Ouais. Merci beaucoup. Mais est-ce que je peux aller juste plus loin? Parce que pour nous, il n'y a pas que le cours de citoyenneté politique, il y a aussi le cours d'histoire du projet européen qu'on défend, qu'on a défendu avant le droit de vote à 16 ans. Qui pour nous est important. C'est qu'il y a la citoyenneté politique ici belge, mais il y a aussi la citoyenneté au niveau européen. Donc ça serait deux cours qu'on devrait mixer. Et je suis contente de dire difficile de ne pas être d'accord là-dessus, mais voilà. Tu penses que c'est faisable, enfin en tout cas en secondaire, j'imagine au fondamental déjà, on doit commencer. Déjà le fondamental, on devrait commencer à sensibiliser. On devrait. Parce que déjà, pour comprendre l'histoire belge, l'histoire politique belge, c'est déjà un beau morceau. Donc si non, je veux dire la citoyenneté politique. Je voulais dire la citoyenneté politique. Je voulais dire la citoyenneté politique. Je voulais dire la citoyenneté politique. Ça, déjà, le fondamental. Déjà, en fait, il faut déjà amener de la conscience déjà très petit sur tout ce qui nous entoure, en fait, en réalité. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui se réveillent à 16 ans, 18 ans, sur le projet, enfin aller sur nos institutions. Or, c'est peut-être déjà, je trouve, à 14-15 ans qu'on doit un petit peu se sensibiliser. Il y a les conseils de la jeunesse, mais en réalité, c'est aussi dans les écoles qu'on milite aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, moi, franchement, je suis ouverte à toute proposition parce que, comme l'a dit David, on a beaucoup de commentaires aussi de gens qui suivent les débats français, dont moi, en fait, j'en suis un exemple. Mais pourquoi ? Parce que y a très peu d'émissions en fait politiques. On a QR le mercredi, on a C'est pas tous les jours dimanche le dimanche.
Mais vous avez d'office sur Twitch. Oui, on a d'office Twitch. Mais sinon, on n'a pas en fait vraiment beaucoup d'émissions de débat quand il n'y a pas d'élection. Quand il y a les élections, ça forcément, il y en a toujours. Il y a des clashs, il y a les débats des présidents et tout ce qu'il faut. Mais quand il n'y a pas les élections, il n'y a pas forcément. Et il n'y a pas de débat aussi nord-sud, bilingue. C'est ça aussi, c'est la question qu'on aurait pu poser aussi, c'est justement les télévisions bilingues. On a Bruz, on a BX1, mais pourquoi pas essayer d'avoir aussi plus d'infos. Enfin, je sais qu'RTL le fait, d'avoir les informations, on va dire, en Flandre. Par exemple, ils font un récap de la semaine, si je ne me trompe pas. Mais on devrait continuer sur ça aussi, de ce qui se passe dans le Nord et ce qui se passe dans le Sud. Voilà. Eh bien, un grand merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à notre discussion le petit théâtre. Il fait sa évidemment, pub. Jonas. Voilà. Et un grand merci à vous dans le chat pour vos questions, c'était super intéressant. On se retrouve dans 2 semaines sans faute ici, à peu près à la même heure, entre 19h30 et 20h, toujours sur Twitch évidemment. N'hésitez pas surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que tu as parlé de TikTok et tout et je te rejoins évidemment, mais on a commencé aussi des petits contenus de vulgarisation pour les élections. Très bien. On va essayer un peu plus pour essayer de d'expliquer simplifier un petit peu faut. les informations. comment on vote. Donc voilà, on se retrouve sur les réseaux. Là, 1, 2, 3, je vais y arriver, je suis fatiguée. Les réseaux. Et une bonne soirée à toutes et à tous. À la prochaine. Merci. Salut.